Bonjour Léa. Alors, on va débuter donc ce stage par un petit moment d'échange pour bien cadrer les contours de ce stage et surtout pour qu'il te soit le plus efficace possible. Donc, j'ai bien reçu les éléments là que tu m'as transmis hier. J'en ai pris connaissance aujourd'hui parce que je ne travaillais pas le dimanche. Et donc, on va aborder ces points. Alors, on a 3 heures devant nous. Donc, on va essayer d'être le plus efficace possible, étant donné que là, tu m'as donné 2 chapitres. Donc, comment est structurée la société française actuelle et quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale. Donc, on va travailler aujourd'hui sur le deuxième chapitre, quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale, à part si tu souhaites commencer par l'autre. Non, non, c'est très bien ça. Donc, on va consacrer donc un cours magistral de 30 minutes pour cadrer un petit peu les choses et on va essayer dans le temps imparti de faire des exercices avec une correction. Et demain, on fera la suite. Et mercredi, on essayera de faire un tour d'horizon sur la structure de la société française actuelle, étant donné que ce sont 2 chapitres, tu l'as compris, qui vont ensemble. Alors, commençons sans plus attendre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce deuxième chapitre? Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale? Euh, Alors déjà, on est en train de le faire en ce moment en classe et du coup, on a fait trois quarts du chapitre, on va dire. D'accord. Donc, c'est pour ça que... Et on n'aura pas la prof après les vacances. Et du coup, il y a bac blanc sur ce chapitre. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire du coup sur si je sais toujours compter, si vous avez fait les 3 quarts, sur les 2 tiers de ce chapitre, tu peux me dire quoi sur ça? Parce que vous avez fait un petit peu quand même t'as un petit peu travaillé là-dessus, donc qu'est-ce que tu peux dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu peux m'évoquer là-dessus? Euh, C'est un petit peu, là, on fait un peu l'exercice de la page blanche en fait, hein. C'est un petit peu comme ça à chaud pour voir un petit peu ce dont tu te rappelles. Après, on va rentrer dans le détail, mais c'est un petit peu. on parle de statut social en ce qui concerne la mobilité sociale. D'accord. Euh, Ça peut convenir, enfin, pas convenir, mais on peut parler de groupes sociaux avec une appartenance. Effectivement. Euh, Il y a de la reproduction sociale aussi, non? Oui, est-ce que tu peux me citer un théoricien de la reproduction sociale? Pierre Bourdieu. Très bien. Qu'est-ce que la reproduction sociale? Euh, c'est pas grave si c'est pas exactement les mêmes mots. Non, non, c'est pas grave, c'est juste pour voir un peu ce dont je te rappelle en fait, Léa. C'est pas un exercice piège, hein. C'est juste pour voir un peu comment t'analyses tout ça. Bah, en gros, c'est des individus qui essayent de ne pas changer ou de reproduire certaines choses que font les autres. Eh bien, on va s'arrêter là sur l'exercice de la page blanche. Alors, on va commencer du coup le cours. Alors, effectivement, la mobilité sociale désigne le passage. Alors, je vais projeter le diaporama que je suis en train de construire. Alors, la mobilité sociale désigne donc le passage d'un individu ou d'un groupe, d'une classe sociale, d'une catégorie sociale, mais là on va utiliser le terme de position sociale à une autre. D'accord? Donc cette mobilité, elle peut être intergénérationnelle, donc ça va être la comparaison entre la position sociale des parents et celle de leurs enfants, par exemple, ou intragénérationnelle, changement de position sociale au cours de la vie d'un individu. Donc la mobilité, elle peut être ascendante, promotion sociale, fils d'ouvrier qui devient cadre, ou descendante, pardon, fils de cadre qui devient ouvrier. Donc ça, c'est Ah ce oui, qu'on appelle ça, on a commencé à le voir, mais j'ai pas compris le phénomène de Alors, descente et de montée. je vais te l'expliquer. Je te note juste un petit peu quelques éléments. Après, le cours en tant que tel ne sert pas à grand-chose. Je veux dire, si on ne comprend pas le cours, ça ne changera rien. Donc, je le note, mais bon, on va faire des exercices ensemble. Alors, des parents et celles de leurs enfants, ou intra. Après, ça, c'est bien, ça te laisse un support. Changement.
de position sociale au cours de la vie d'un individu. D'accord. Donc la mobilité peut être ascendante, donc c'est ce qu'on appelle la promotion sociale, ou descendante. Alors, il faut retenir que dans la plupart des cas, bien évidemment, on est plutôt dans de la promotion sociale. Je parle de la France et pour tout le cours, on parlera uniquement de la France parce que si dans les autres pays, c'est quand même des autres structures. Alors, au niveau français, bien évidemment, d'autant plus avec notre époque actuelle, on assiste à une diversification des formes du travail, à une diversification des formes de revenus. Le sacro-saint CDI n'est plus ce qui domine. Donc, en réalité, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, bien sûr, d'accéder à une forme de promotion sociale. Mais paradoxalement, il faut aussi avoir en tête que même si la promotion sociale est plus présente aujourd'hui, dans les années 2025-2024, qu'il y a une vingtaine d'années, en raison du développement de ces nouvelles formes de travail, on assiste aussi à une forme d'uniformisation des classes sociales. Il n'y a pas forcément de promotion de déclassement dans certaines franges de la population qui, par exemple, je prends un exemple très précis, si tu as des parents, disons, profession intermédiaire, alors profession intermédiaire, ça va être par exemple tout ce qui va être cadre de santé, donc tout ce qui va être infirmier, c'est un exemple parmi tant d'autres. Bah, tu vas te dire, vu si tu veux, le confort de ce statut, vu ce que mes parents ont pu accomplir, etc., par exemple l'acquisition de la propriété, bah, finalement, pourquoi pas emprunter une voie un petit peu similaire, pas forcément dans le même secteur, mais on assiste un petit peu à des copies, des copies sociales de la part des enfants envers les parents, puisque même si oui, les formes de revenus évoluent, les formes de travail évoluent dans le bon sens, on assiste aussi à un peu une perte de repères. C'est-à-dire qu'un jeune maintenant qui arrive sur le marché du travail, il est entre deux ponts. Il y a un pont qui va l'amener vers une forme de salariat classique et tout à fait honorable, et un autre pont qui va l'amener vers ce qui va être un petit peu le monde entrepreneurial, avec ses risques, ses avantages et ses inconvénients. Et donc, en réalité, la mobilité sociale, elle a été forte au XXe siècle grâce à l'élévation du niveau de formation et à l'expansion du secteur tertiaire, donc le secteur des services. Toutefois, depuis les années 80, il y a quand même un ralentissement de cette mobilité. C'est qu'en proportion, la mobilité, si tu veux, intragénérationnelle, elle augmente, donc en changement de position sociale au cours de la vie d'un individu. Par contre, intergénérationnelle, par rapport aux parents, pas vraiment. Parce que comme tu l'as rappelé à juste titre, il y a de plus en plus de reproduction sociale. Mais la reproduction sociale, elle ne doit pas forcément être interprétée dans le prisme de son effet, si tu veux, un peu favorable. Tu as des parents cadres, tu restes cadre. Non. Il y a aussi de la reproduction sociale, non pas des élites, mais des compositions sociales défavorisées ou moins favorisées, en fait. Hein. Si tu as des parents qui sont ouvriers, qui sont profession intermédiaire, tu as de grandes chances, toi aussi, d'être profession intermédiaire. Ah, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'introduction. Alors, Et par exemple, si oui, mes parents, je dis une bêtise, ils sont agriculteurs et que moi je deviens ouvrier ou employé, du coup oui. on n'appelle pas ça la reproduction sociale. Alors, si, pour moi et pour les sociologues, c'est de la reproduction sociale, puisque entre ouvriers et, tu m'as dit paysans, c'est ça? Oui, oui, quelque chose D'accord. comme ça, oui. D'accord. Bah, entre ouvriers et agriculteurs exploitants, si tu veux, vous restez dans ce qu'on appelle agriculteur ouvrier. Alors, c'est une catégorie de l'INSEE, donc il y a ni mobilité ascendante ni descendante, il n'y a pas de déclassement. C'est du travail manuel, donc que ce soit ouvrier ou que ce soit agriculteur exploitant. Donc en réalité, il y a aucune forme de déclassement ni de promotion sociale. L'un n'est pas mieux que l'autre. C'est-à-dire que dans ce chapitre-là, il faut vraiment raisonner de manière très objective. Hein. On a un statut social, on en a un autre, lequel est le mieux en termes de rémunération, lequel est le mieux en termes surtout de confort de travail. Moi, je vois pas forcément l'un qui serait mieux que l'autre entre ouvrier et agriculteur. Les agriculteurs, ils se lèvent à 4 heures du matin, l'ouvrier, il se lève peut-être pas à 4 heures du matin, mais il va avoir une vie qui va être beaucoup plus courte que n'importe qui, puisque travail très manuel et très risqué. Donc, il faut avoir un peu de nuance dans ce chapitre-là. Et Alors, par contre, si je deviens cadre, là, c'est pas une reproduction sociale.
Non, si tu deviens cadre et que tes parents sont agriculteurs, non, c'est ce qu'on appelle une mobilité sociale ascendante, donc une promotion sociale. Là, tu Ok. vas grimper les échelles en réalité. Alors, on a une mobilité qui est plutôt importante, hein, mais qui est en stagnation, en fait. C'est ce que j'ai voulu rappeler là, dans l'introduction. Donc, en fait, elle a été assez forte. La mobilité sociale a été forte au XXe siècle. C'est là où vraiment c'était the place to be, quoi. Au XXe siècle, c'est là où on a assisté à des formes de mobilité sociale assez impressionnantes. Je prends l'exemple de Pierre Bourdieu. Encore une fois, parents plutôt défavorisés, arrive à intégrer l'école normale supérieure, devient sociologue et devient peut-être l'une des figures de l'histoire contemporaine les plus connues, alors que sur le papier, en termes de statistiques pures, il y avait très très peu de chance. C'est pas infime, c'est jamais infime en sociologie, mais il y avait très peu de chance. Donc on a assisté comme ça surtout après l'après-guerre, à une mobilité sociale qui fonctionnait plutôt bien. L'ascenseur social, je pense que tu as déjà entendu cette expression dans le cours, Oui. l'ascenseur social fonctionnait un peu plus, il y avait plus d'étages en tout cas, d'accord? Là, il fonctionne un peu, mais il est un peu grippé et qu'il y a un petit peu de risque d'endormissement social, c'est une théorie qui en fait stipule que on va avoir tendance à recopier un petit peu indirectement ce qu'on voit autour de nous. C'est un petit peu comme il y a un petit dicton comme ça, je sais pas de qui, mais qui dit que on est un peu la somme des trois personnes qu'on côtoie. Bah là, on pourrait dire qu'on est un petit peu la somme sociale de nos parents, de nos amis, et que en réalité, les gens sont ce qu'ils sont, mais surtout par rapport à où ils vivent et par rapport à ce qu'ils voient. Alors, si toi, tu vois au quotidien des champs agricoles, même si tu rêves de devenir trader à la Société Générale, bah, ce sera beaucoup plus simple pour toi, soit d'avoir une carrière similaire, soit d'avoir une carrière qui est peut-être un peu meilleure, mais qui relève pas du tout d'une promotion sociale. C'est pas comme si tu passais d'agriculteur à médecin. D'accord? Ces configurations-là, en réalité, elles sont assez ralenties. Elles sont ralenties puisque la transformation de la structure socio-professionnelle, disparition des agriculteurs, hausse des emplois qualifiés, elle a favorisé des trajectoires sociales nouvelles et cette mobilité, elle est structurelle, d'accord? Elle n'est pas seulement ascensionnelle, hein. Elle n'est pas due juste aux transformations économiques, mais elle est aussi due à un plus grand dynamisme des individus. En gros, pour être plus concret, de nos jours, les individus se bougent un petit peu plus les fesses qu'il y a 20-30 ans, mais dans un sens qui est pas forcément de la promotion sociale, qui est plutôt en réalité de l'intergénérationnel. D'accord? C'est que on va avoir une comparaison aux parents, mais les effets, ça va être de intragénérationnel, donc en fait, changement de position sociale au cours de la vie. Ça arrive que des gens sortent des études supérieures avec un diplôme en poche. Ce diplôme en poche devait, d'après ce que on leur a dit, leur permettre d'avoir un salaire à temps et un emploi avec tant d'heures par semaine et donc potentiellement un week-end pour pouvoir profiter de ce qu'on a travaillé la semaine. Je veux dire, c'est le principe du salariat, mais les attentes sont déçues. Et comme les attentes sont déçues, en réalité, tu as beaucoup de jeunes diplômés qui abandonnent leur premier emploi, d'accord, qu'ils ont réussi à avoir par rapport à leur diplôme, pour soit finir, et c'est vraiment pas une image, hein, soit pour finir dans la restauration, dans des emplois un peu plus précaires, entre guillemets, pour coffrer, c'est-à-dire pour ramasser une épargne qu'ils n'ont plus, puisque les études souvent coûtent assez cher, même si, bien sûr, l'université est quasiment gratuite, hein, il y a des frais d'inscription quand même, mais c'est pas quelque chose qui coûte autant que faire des études à la Sorbonne ou à HEC. Donc tout ça dépend de notre niveau de vie, de nos attentes. Et en réalité, le risque dans ce cours-là, hein, je pense que c'est l'un des cours peut-être les plus difficiles que vous avez en sociologie, c'est de tomber dans des considérations de bistrot, hein, de bar PMU, en disant, bon, bah lui, il est fils d'ouvrier, bon, bah forcément, il finira fils d'ouvrier. Non, c'est un peu plus nuancé que ça quand même. Il y a des grosses chances pour qu'il finisse fils d'ouvrier, mais il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Et on va les voir là durant notre cours. Est-ce que tu as des questions déjà sur cette un peu longue introduction? Non, non, c'est clair. D'accord. Alors, grâce à l'élévation du niveau de formation, c'est-à-dire les gens sont plus instruits de manière relative, hein, parce que tu as aussi un gros taux d'échec scolaire, hein. Ça, on y assiste. Je veux dire, là, dans le cadre de ce soutien scolaire, on voit
des configurations familiales, des familles monoparentales, qui en réalité ont du mal un petit peu à joindre les deux bouts. Ça se déverse sur les enfants y arrivent un peu moins que les autres à l'école. Donc l'école, elle a plus tellement ce rôle d'uniformisation sociale. Je ne sais pas si tu as un petit peu suivi, il y avait des politiques un peu qui voulaient mettre à l'école des uniformes en France. Oui, Parce qu'ils se disaient, bon, bah, comme ça, le fils de Bernard Arnault, je prends une image, il va pas, si tu veux, empiéter sur les destinées sociales, les rêves sociaux du fils de la caissière. Hein, comme ça, tout le monde est habillé pareil, l'autre, il n'est pas habillé en Loro Piana ou en Gucci, donc l'autre, si tu veux, on est pareil. Bon, mais c'est un mythe, parce qu'en réalité, ça, on le verra un peu plus tard dans le cours. La mobilité, malheureusement, elle est freinée par des inégalités de destin. En réalité, une mobilité sociale est plus faible dans les classes supérieures et populaires. La reproduction sociale, elle demeure importante, mais via le capital culturel. C'est-à-dire là, par exemple, ce qu'on fait, c'est du capital culturel. Je t'en transmets un peu. Mais si tu ok. veux, ça peut pas venir combler, je prends un exemple, je parle pas forcément de toi, venir combler des lacunes parce que voilà, il n'y a pas eu forcément de rapport à l'école très tôt et que je sais pas comment est la configuration de ta classe en SES, de toute façon de ta classe de terminale, mais tu remarqueras souvent que les personnes qui réussissent un petit peu le mieux, sont pas forcément des fils de bourgeois ou de cadres, même si dans la majorité oui, mais c'est tout simplement des gens qui ont prêté une attention à l'école un peu plus tôt que en première et en seconde en fait. Hein. Parce que les dés sont un peu pipés, mais les dés sont pipés par nature, puisque la mobilité, bien sûr, répond à ce que les parents nous transmettent via le capital économique, l'argent, via le capital culturel, via le capital si tu veux, ce qu'on appelle l'habitus. Tu sais ce que tu as vu ça ou pas avec ta prof, l'habitus de Pierre Bourdieu? Ça me dit quelque chose, oui. Alors, l'habitus de Pierre Bourdieu, en réalité, c'est une notion assez importante. C'est ce qu'on appelle les structures structurées, prédisposées à fonctionner comme des structures structurantes. Alors, en disant ça, j'ai peut-être rien dit, mais c'est pas très clair ce qu'il veut dire par là, mais je vais te le simplifier. En gros, l'habitus, c'est une manière d'être, une allure générale, une tenue, une disposition d'esprit. En fait, c'est une notion assez belle qui est empruntée à celle de exis en grec, qui signifie état stable ou état durable, qui est développé par le philosophe grec Aristote dans son éthique à Nicomaque et dans l'éthique à Eudème. Mais en gros, pour simplifier, hein, parce que sinon ça part dans tous les sens, c'est une manière d'être, une allure générale. Je pense que le meilleur thème, c'est allure générale. Tu remarqueras que les filles de cadre ont une allure, d'accord? Ils ont une certaine allure, ils sont pas habillés forcément en costard cravate et en tailleur pour les filles comme dans les années 80-90, mais il y a des nouvelles formes de vêtements, des nouvelles formes d'habits et des petits symboles en disent long, d'accord? On voit des développements d'outils de différenciation sociale qui passaient avant par, notamment par l'iPhone, mais de moins en moins, parce que l'iPhone est devenu un objet très populaire. Hein, il y en a, chaque année, il y a des nouvelles sorties, chaque année, il y a des mises en place de crédit à la consommation pour pouvoir en acquérir. Tu as un tiers des personnes qui ont un iPhone qui l'ont acheté en mensualité. Donc, c'est devenu un truc un peu populaire. Mais en gros, les jeunes un petit peu de la jeunesse dorée, maintenant, tu vois un peu leur mode de vie. Tu le vois sur Instagram, tu vois les endroits qu'ils fréquentent. C'est plus Monaco et Saint-Tropez que le Languedoc-Roussillon en été. Donc, en gros, cette manière d'être, cette allure générale, elle est très, très discriminante par rapport aux catégories sociales un petit peu défavorisées ou alors qui sont dans la classe moyenne. Bien, l'énorme majorité des Français est dans la classe moyenne. Jusqu'à 3 800 € par mois par personne. Net, hein. Impôt payé, tu es dans la classe moyenne. Donc en fait, c'est un énorme un fourre-tout. Il y a entre 0 et 3 800 net, tu es dans la classe moyenne. Au-dessus, tu es dans la classe aisée jusqu'à 4 800. Et à partir de 5 000 € par mois, tu es dans ce qu'on appelle les riches. D'accord? Impôt payé. Donc en fait, ces notions-là qu'on voit un petit peu là en sociologie, elles ont des racines économiques. D'accord? Donc, c'est pas des choses qu'il faut analyser juste du prisme sociologique. Donc, je vais me noter ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu as des questions? Ça va, c'est assez clair. Non, ça va. D'accord. Alors, une mobilité
on pourrait qualifier de structurelle, mais qui est plus nette en réalité, hein, plus que nette. C'est qu'en gros, la transformation de la structure socio-professionnelle, donc c'était avec la disparition des agriculteurs. Aujourd'hui, tu sais, ça représente combien les agriculteurs en termes de pourcentage? Pas beaucoup, à mon avis. Ouais, 3% et 3% et demi des agriculteurs. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment diminué au cours des dernières décennies. Emploi qualifié, a favorisé des trajectoires sociales nouvelles, on pourrait s'appeler comme ça. Et en fait, ça je vais le noter parce que c'est important, cette mobilité est structurelle et non pas seulement ascensionnelle. Elle est due en fait aux transformations économiques et non à un plus grand dynamisme des individus. Donc en réalité, dans ce qu'on voit là, c'est que la mobilité, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, d'extrêmement personnel, et surtout, même si l'école, surtout les études supérieures, ont encore ce rôle, dans une certaine mesure, de pouvoir attribuer le capital culturel que les élites avaient, mais avaient depuis un certain temps, à les personnes qui fréquentent les universités pour pouvoir obtenir un diplôme. Aujourd'hui en France, pour pouvoir un petit peu s'en sortir sur le marché du travail, en dessous du Master 2, tu es inaudible sur le marché du travail. Tout le monde a une licence, tout le monde a un Master 1, surtout que le développement de ce qu'on a appelé là, les masters, tu sais, avec un E accent grave, donc tout ce qui en gros ressemble à un master mais qui n'en est pas vraiment un, et les écoles privées notamment, bah, tout ça rend difficile la mobilité sociale naturelle, authentique. C'est de personnes qui partent avec un capital culturel et économique moindre que les autres, mais qui vont peut-être, avec leur diplôme, avoir des emplois un peu mieux rémunérés que ce qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient restés dans leur configuration sociale. Mais en fait, c'est biaisé à l'arrivée, à la course. Quand tu arrives là, à l'issue un petit peu du Grand Prix, en gros, c'est un petit peu biaisé parce que si tu arrivais avec un capital économique un peu plus important, en fait, ça aurait pu contrebalancer le fait que tu n'aies pas forcément eu un Master 2, un doctorat, et te lancer plus vite. D'accord? Parce que c'est à l'université, on fait croire un petit peu, mais c'est pas forcément ça part pas forcément d'un mauvais esprit, mais avec les habitudes sont fortes, que les études supérieures, l'obtention de la licence, l'obtention du Master 1, Master 2, bah, dès que tu as ça, tu arrives sur le marché du travail, c'est bon. Tu es sauvé de la mobilité, tu vas prendre une mobilité promotionnelle, une mobilité ascendante, et en réalité, tu vas pouvoir un petit peu corriger le fait est que tu t'es un petit peu mal né. Il faut parler un petit peu, de manière un petit peu crue, parce que c'est la réalité, c'est les chiffres. Mais ce qui est faux, c'est que si tu n'arrives pas sur le marché du travail avec une certaine épargne, environ, les sociologues, les économistes l'estiment à environ 40 à 50 000 euros. Bon, c'est ce qu'il faudrait avoir à 26 ans, 27 ans pour arriver de manière sereine, d'accord, sur le marché du travail, pour pouvoir se dire, moi, bon, là, j'essaye un salariat, ça me plaît pas, on verra ce que ça donne, je peux me lancer dans l'entrepreneuriat. Ou je peux tout simplement vivre un petit peu avec mon épargne en attendant de trouver mieux, tu vois. Donc c'est ça qui est un petit peu délicat et nos gouvernants ont un petit peu du mal là, notamment hein, dans ce chapitre-là sur la mobilité sociale, qui est un chapitre qui dure depuis un certain temps. Hein. La question de la mobilité sociale, c'est quelque chose qui revient chaque année, tout le temps, dans la période du baccalauréat, parce que le bac a de moins en moins de valeur. C'est-à-dire que 98% d'une classe d'âge, là, d'accord? Donc, c'est plus du tout un objet sanctionnant, c'est plus du tout un objet qui va faire une différence, à moins que tu aies eu ton bac, mention très bien, au lycée Henri IV ou dans des grands lycées parisiens, ça ne changera pas grand-chose. C'est en réalité, tu prends un bac de Toulouse ou de Strasbourg, mention très bien, il a autant de valeur qu'un bac d'un lycée parisien. Ça ne change plus rien. Bien, l'obtention du bac ne change encore moins de choses qu'il y a 5-10 ans. Bon. Alors, il y a aussi un autre point qu'on a vu un petit peu, c'est la mobilité sociale est plus faible dans les classes supérieures et populaires. Mais ça paraît tellement logique, mais il faut l'écrire. La reproduction sociale
demeure importante, n- notamment via le capital culturel. Bourdieu. Voilà. Donc en réalité, on a aussi des. Après, on va aller voir, hein, on va voir les facteurs de la mobilité sociale et après, on fera des exercices tranquillement. Mais c'est important de clarifier ces points-là. Donc on a des facteurs. C'est que la mobilité sociale, c'est pas juste tu fais la Sorbonne, tu fais ton master de la Sorbonne, tu arrives sur le marché du travail, bon, t'as réussi un petit peu mieux que tes parents. Non, il y a le rôle du système éducatif. Mais le système éducatif dès le collège, en réalité. Le collège est assez discriminant pour les personnes issues de milieux défavorisés. L'école est souvent présentée comme un facteur, quelque chose qui va te donner la chance de pouvoir accéder à une catégorie sociale meilleure. Mobilité sociale, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. Est-ce que tu l'as vu ça en classe? Non, D'accord. Alors, méritocratie, c'est tu prends deux personnes qui viennent de catégories sociales, disons, allez, similaires. Bah, celui qui va être le plus attentif à l'école, celui qui va essayer de faire de son mieux, celui qui va avoir les meilleures notes, aura de toute manière plus de chances que l'autre. En réalité, c'est que l'école, dans le principe de méritocratie, en fait, ne doit pas faire de distinction entre le mérite, d'accord? Le mot méritocratie vient du latin méreo, hein, gagner, mériter, et du grec kratos, domination, puissance souveraine, on pourrait le traduire comme ça, signifie donc, en gros, la domination des méritants. On pourrait le traduire comme ça, donc plusieurs significations pouvant être données au mot mérite ou à celui de pouvoir. Le terme, il est un peu polysémique, donc je ne vais pas peut-être toutes les faire, mais c'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Donc je vais te le noter, c'est la domination, littéralement en grec, domination des méritants. D'accord? Donc elle tend, cette domination des méritants, à reproduire, en réalité, à reproduire les inégalités sociales. D'accord? Il y a l'effet des diplômes, il y a les écarts entre filiales générales et professionnelles. D'accord? Moi, j'accompagne des élèves qui viennent de formations dites professionnelles. D'accord? Ces formations professionnelles, je constate que souvent, si tu veux, ils ont un esprit un petit peu plus vif si tu veux, euh, que ce qui peut être en général, d'accord, qui peuvent être en formation générale. Et on constate également que ça va venir permettre à certains de pouvoir arriver à des formations, notamment le BTS, le brevet de technicien supérieur, et ça va les mettre plus rapidement sur le marché du travail que des filières générales qui vont t'emmener vers l'université, t'emmener vers les classes préparatoires aux grandes écoles, t'emmener vers des diplômes, etc. Mais c'est moins professionnalisant. D'accord? Et si toi, tu viens d'un milieu, disons, délicat, avec une structure un petit peu défavorisée, tu devrais plutôt aller sur des filières professionnelles qui vont être plus professionnalisantes rapidement et qui vont, en fait, pour être concret, te faire gagner de l'argent rapidement. Le nerf de la guerre dans cette inégalité sociale, elle passe par l'argent. C'est quand tu sors ta licence, tu sors ton master, t'as pas grand-chose, tu as tout consacré dans les études, tu as fait un crédit études, etc., etc., tu as payé des loyers étudiants pendant des mois et des mois, parce que c'est aussi la réalité en France. Tu arrives sur le marché du travail et que tu n'as pas de capital, c'est assez délicat. C'est pour ça que moi, j'accompagne des étudiants en cours particulier et qui ont du mal, du très grand mal à joindre les deux bouts. Parce qu'il y a pas de revenus, il n'y a qu'une bourse, etc., etc. Et c'est souvent, malheureusement, des personnes qui ont des situations familiales un petit peu compliquées. Ah. Alors, est-ce que tu as des questions sur ce point-là précisément? En gros, si j'ai bien compris, c'est que l'école, euh, comment expliquer? Ils ont un impact sur la mobilité sociale, quoi. Effectivement. Alors, l'école, c'est-à-dire? Le système éducatif, hein, la voie qu'on prend, quoi. Par exemple, entre le technologique et le général. Ah oui, alors si tu veux, c'est plus que des effets, hein. C'est donc en réalité des grosses conséquences, hein. C'est que en fonction de ce que tu vas fréquenter de l'école, ça va avoir des conséquences très très directes sur ta trajectoire sociale, hein. Ah, ok, je savais pas. Tu savais pas quoi précisément?
Bah que, enfin, je savais que l'école, forcément, elle avait un impact sur la mobilité sociale, mais je pensais pas autant. Bah, si tu veux, toi, qu'est-ce que tu veux faire après le baccalauréat? Est-ce que déjà tu as une idée ce que tu aimerais faire après le baccalauréat? Ergothérapeute. Ah oui, je crois que tu m'avais déjà dit ergothérapeute, effectivement. Bah, ergothérapeute, tu vois que par rapport à tes parents, tu sais voilà, la trajectoire sociale qu'ils ont embrassée, bah, est-ce que tu es plus en promotion ou en flou? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu es en déclassement? Tu vois? C'est ça qu'il faut analyser. Dans ce chapitre-là, il faut déjà analyser ce qu'on connaît déjà pour pouvoir ensuite faire des théories généralistes. Donc, tu vois, toi, tu es dans quelle position là si tu fais ergothérapeute par rapport à tes parents? Je sais pas, ma mère, elle est cadre de santé et mon papa, il est électricien. Alors, par rapport à ton papa, t'es en promotion sociale. Par rapport à ta maman, t'es dans la même classe, hein, en fait. Hein. Tu seras dans la profession intermédiaire de la santé. Oui, tu seras dans la même chose. Mais par rapport à ton papa, t'es en promotion sociale. Donc, en fait, cette mobilité-là, si tu veux, qui est intergénérationnelle, comparaison entre position sociale des parents, bah souvent, elle veut pas dire grand-chose, en fait. Hein. Parce que c'est très rare que les parents, à part dans les milieux aisés, mais du coup, ils sont pas intéressants à étudier, aient des emplois vraiment similaires, tu vois, des catégories similaires. C'est rare qu'on ait un couple disons, allez, de caissiers. C'est rare qu'on ait un couple de cadres profession intellectuelle supérieure. En fait, il y a toujours quelqu'un dans le couple qui a une position un peu inférieure par rapport à l'autre. Donc la mobilité sociale, elle est toute relative. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu es en promotion par rapport à ton papa, et par rapport à ta maman, c'est un petit peu la même chose en gros. Voilà. Donc ça, faut l'avoir en compte pour pouvoir avancer sur ce chapitre. Alors, ensuite, ce qu'on constate également sur l'accès des études longues qui reste déterminé par le milieu social d'origine, bah, c'est plutôt vrai de nos jours. C'est que maintenant, si tu veux faire des classes préparatoires aux grandes écoles pour intégrer du coup des grandes écoles entre guillemets, bah, idéalement, c'est mieux d'être à Paris. D'accord? Sauf que le prix du foncier, le prix de l'immobilier à Paris, on est à 10 000, 12 000 balles du mètre. D'accord? En loyer, si tu veux bien vivre, il te faut aller 2 000 euros, 2 200 euros par mois en loyer. Il faut toucher dans les 5 000 à peu près. Tu vois. Donc en fait, c'est un petit peu biaisé, mais ça a toujours un rapport avec le portefeuille, en fait, hein, cette mobilité dite sociale. Alors, maintenant, on vient à ce qu'on appelle l'évolution du marché du travail, l'évolution du marché du travail. Alors, la transformation des emplois, donc là, c'est quoi? C'est la précarisation, hein, automatisation, influence les possibilités de mobilité ascendantes. Hein. Donc, en réalité, l'économie mondialisée, parce que maintenant, on vit dans une économie très mondialisée, très faste en réalité, modifie les parcours professionnels et renforce ce qu'on appelle la mobilité intra-générationnelle. C'est que cette économie-là, elle a des effets directs hein, sur ce qu'on va pouvoir prétendre, sur les avantages et les inconvénients de cette mobilité sociale. Mais en réalité, les parcours professionnels vont avoir un petit peu plus de chances de pouvoir être impactés par l'économie mondialisée qui du coup fonctionne donc, de manière totalement nouvelle. L'essor du télétravail permet à certaines personnes de gagner un peu plus que ce qu'elles gagneraient dehors, d'accord, dans la vie, disons, un petit peu classique. Bon. Non, pour certaines personnes, cet essor de l'évolution du marché du travail, qui, oui, là, on indique que c'est de la précarisation, c'est de l'automatisation, c'est vrai. Ah oui, tu vas dans un supermarché, les caisses elles commencent à disparaître, ça remplace par des caisses automatiques. Bon, du coup, les emplois précaires, dits caissiers, qui servaient souvent hein, à chercher un capital de départ, en fait. Hein. Tous ces emplois-là précaires, ils sont occupés à 99% par des gens qui n'ont pas d'épargne, qui n'ont pas de capital. C'est-à-dire, demain, il y a un problème dans leur vie, bah, je ne sais pas comment ils font, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'ils occupent ces emplois-là, pour du coup souvent payer leurs factures. C'est des emplois qui payent les factures, mais c'est aussi pour essayer d'épargner. D'accord? Et cette épargne-là, elle leur permet parfois de s'en sortir, de quitter ce travail-là, mais souvent, l'évolution du marché du travail
les éjectent plus rapidement qu'autre chose, en fait, hein. Plus rapidement qu'autre chose, ça les fait sortir du cadre du travail précaire et ça les pousse dans des conditions assez difficiles. Alors, il y a aussi l'impact des inégalités de capital, et je terminerai par ce point. Après, on fera des exercices, je pense qu'on a bien avancé. Alors, l'impact des inégalités de capital. Alors, donc, on a le capital économique. D'accord. Le capital économique, c'est l'accès en fait, à des ressources financières qui facilitent la mobilité ascendante. Pas de noter, l'accès à des ressources financières, bien sûr, facilite, mais ça paraît tellement logique, la mobilité ascendante. Le capital culturel, alors, il influence les trajectoires sociales et professionnelles. Et le capital social, les réseaux jouent un rôle dans l'obtention d'emplois qualifiés. Alors moi, je constate que, bien évidemment, de ce que la sociologie nous dit, en fonction du réseau que tu côtoies, en fonction des centres d'influence et d'intérêt qu'ont tes parents, bah, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un emploi un petit peu mieux payé que ce que tu aurais pu avoir si le réseau déjà pense à ça, d'accord? Mais c'est ça, on ne le retrouve pas vraiment dans les catégories sociales moyennes, défavorisées, classe populaire, qui en réalité pensent pas plus loin que la fin du mois, hein. C'est les factures, la rentrée du salaire, les dépenses, le nouveau salaire. Parfois, on met un petit peu d'épargne pour les vacances, pour des choses un petit peu de ce style-là. Mais il n'y a pas de constitution de réseau, il n'y a pas de constitution de long terme, en fait, hein. Pour conclure, la mobilité sociale, elle existe, mais en fait, elle reste inégalitaire selon les milieux sociaux. L'école, le marché du travail, les capitaux possédés influencent ces trajectoires. Comprendre ces mécanismes permet bien sûr d'analyser les enjeux de l'égalité des chances et de comprendre de manière un petit peu meilleure la société actuelle qui est très fragmentée et qui est encore plus inégalitaire que jamais. Alors, on va passer à des exercices. On va en faire deux avec le temps qui nous reste. Alors, exercice 1. Donc, ce sera des questions de compréhension. Je vais te laisser 10 minutes pour pouvoir les faire. Alors, il y en a un certain nombre, il y en a quatre. Alors, je crois que là, tu vois pas. Voilà. Question de compréhension. Donc, définissez la mobilité sociale intergénérationnelle. Pourquoi la mobilité sociale a-t-elle ralenti depuis les années 80? Expliquez l'effet du capital culturel sur la mobilité sociale. Quelle est la différence entre mobilité structurelle et mobilité nette? Voilà, c'est pas des questions très pointues. C'est des questions de cours. Je veux voir déjà si c'est compris. Et après, on fera un deuxième exercice qui sera un QCM. Alors là, on commence le stage un petit peu doucement, mais vaut mieux le commencer comme ça et construire des bases solides. Donc, je te laisse 10 minutes pour pouvoir l'analyser. Ok.
J'ai fini. Eh bien, alors je t'écoute. Pour la première question, j'ai dit que en gros, ça se déroule entre deux générations qui appartiennent à un même groupe social. Hmm, d'accord. Alors, effectivement, là, on va corriger tout ça. On va corriger la première question ensemble. Alors, moi, ma correction, c'est la mobilité intergénérationnelle correspond effectivement à un changement de position, changement de position sociale d'un individu par rapport à celle de ses parents. Ça, c'est la correction de la première question. Pour la deuxième question, qu'est-ce que tu as pu me dire? Est-ce qu'il y avait moins d'emplois ou de formations mises en avant et aussi pas trop de secteur tertiaire. D'accord. Alors, je te laisse faire toutes les questions d'un coup, me répondre à toutes les questions d'un coup. C'est le plus simple. Ok. La question 3, j'ai mis que le capital était essentiel, enfin, le capital culturel est essentiel, notamment en ce qui concerne les connaissances de chaque individu et la manière de dire et de faire. D'accord. Et la quatrième, alors structurelle, c'est dû à une évolution de la structure d'une population qui travaille et aussi des mutations d'emploi. Et la mobilité nette, c'est ce qui mesure l'égalité des chances. D'accord. Alors, on va corriger ces éléments ensemble. Alors, mais c'est bien en tout cas. Alors, ce ralentissement s'explique par la saturation des emplois qualifiés. Et moi, j'aurais dit que le chômage, en fait, hein, et la stabilisation des structures sociales. Voilà. On pourrait répondre comme ceci à la deuxième question. Pour la troisième question, le capital culturel, notamment le niveau de diplôme, notamment le niveau de diplôme. Comment on pourrait formuler ça? Influence la réussite scolaire et professionnelle. D'accord? Et enfin, la mobilité structurelle est due aux transformations économiques, tandis que la mobilité nette reflète les opportunités de mobilité offertes à compétences égales. Ok. Alors, on pourrait y répondre comme ceci à ces questions. Ça, ce sont des questions de cours qui, bien évidemment, n'ont pas vocation à être très difficiles. Je pense que tu les as bien saisies. Alors maintenant, on va faire un QCM. QCM, donc en deux temps. Alors, je te le projette. Voilà, donc là, il y a plusieurs questions. Il faut choisir la bonne réponse. Donc, je te laisse 5 minutes pour en prendre connaissance. Est-ce que vous pouvez zoomer un tout petit peu, parce que c'est un peu flou? D'accord. Alors, attends. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, là c'est bon. Parfait. C'est bon. Eh bien, alors, je t'écoute. Pour la première question, je dirais la B, le changement de position sociale entre un individu et ses parents. Bien. La deuxième question, l'augmentation du capital culturel des classes populaires. Eh bien, effectivement, c'est tout à fait juste. Alors, et l'augmentation, donc c'était bien la B et la C. Alors, on a le temps, du coup, de faire un troisième exercice. Je pense que le mieux, c'est peut-être de faire un exercice de questions argumentées, hein. Il nous reste 10 minutes. Si c'est pas fini
à 56, 57, je pense qu'on pourra le continuer demain. Donc, la question argumentée, ça va être la suivante. Donc, je vais la noter. Alors, comment pouvez-vous définir les caractéristiques de la mobilité sociale? Donc ça, il faudra m'y répondre avec des exemples, mais surtout avec une argumentation de type AEI. Donc argument, exemple, illustration. Et Ok. on n'a pas le temps là de faire une rédaction bien sûr, mais me donner les grandes pistes. Donc il faudra me dégager le grand un, le grand 2, le grand 3, des éléments d'intro et des éléments de conclusion. Voilà, je te laisse jusqu'à 57, 58. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon.
C'est bon, j'ai terminé. Eh bien, Léa, alors je te laisse me donner tes éléments. Pour la première partie, j'aurais dit les formes de la mobilité sociale, donc tout ce qui concerne la mobilité verticale, horizontale, les mobilités inter- et intragénérationnelles. Dans une deuxième partie, des facteurs qui influencent cette mobilité, avec l'éducation, les diplômes, les inégalités économiques et tout ce qui D'accord. influence cette mobilité. D'accord. Et en troisième partie, les limites de la mobilité sociale, donc ce qui concerne les inégalités structurelles et les emplois précaires. Très bien. Alors, moi, j'ai grosso modo procédé un peu comme ça, hein. J'ai fait une introduction. Donc, je te laisse. La correction, elle est sur le diapo. Je te laisserai en prendre connaissance pour demain, la lire. Donc, l'introduction, elle a été faite par rapport à la définition et au contour de la mobilité sociale. Le grand 1 porte sur un taux de mobilité relativement stable. Le grand 2 sur une mobilité surtout horizontale et contrainte. Le grand 3 sur des inégalités persistantes dans l'accès à la mobilité. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu viens de dire. Et la conclusion, donc la mobilité sociale en France existe, mais elle est largement contrainte par des phénomènes de reproduction sociale. Les transformations économiques, l'éducation et les politiques publiques jouent un rôle clé, mais les inégalités sociales, les inégalités d'accès aux ressources culturelles et économiques freine encore la fluidité sociale. En ouverture, pourquoi pas parler de quelle politique publique pourrait améliorer la mobilité sociale? Bah écoute, je suis